très peu de temps. L'objectif aujourd'hui, pour moi, c'est pas de vous montrer forcément la production de l'agence. Donc, je vais pas forcément parler de la COP21, mais plutôt parler de notre métier d'architecte, de concepteur et de personnes au cœur d'une société complexe, une société en crise. On connaît la crise économique, on connaît un peu de plus en plus la crise écologique, les crises sociales, ce qu'on appelle les polycrises. Et du coup, dans un métier comme le nôtre, être au cœur de tout ça doit forcément nous questionner et nous inciter à agir. Donc vous allez voir, à la fois, il y a des très mauvaises nouvelles et en même temps, on sent qu'il y a un gisement et une nécessité de penser collectivement un avenir très positif. Donc notre métier d'architecte, c'est un métier de volonté, c'est-à-dire qu'on dessine souvent des choses et ce n'est pas toujours évident de les avancer. C'est un métier d'équipe, foncièrement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un bâtiment seul, c'est souvent quelqu'un qui vous le demande, c'est forcément en équipe que vous le réalisez. C'est un métier de stratégie aussi, où il faut savoir s'adapter à des situations qui sont des fois très différentes, et donc il faut savoir se fondre comme ça dans les éléments, dans la nature, dans des réunions très, très diverses. Et c'est profondément, à notre avis, un métier politique, parce qu'il questionne notre rapport au monde, le fait que nous soyons dans cette société en 2015. Voilà, on n'a pas décidé de naître à cette époque-là, mais il se trouve qu'on est à ce moment-là. Et du coup, qu'est-ce qu'on va interroger, questionner. Et donc là, si vous voulez bien, l'idée, c'est de partager avec vous des intuitions, des réflexions que nous menons avec Julien Chopin, avec toutes nos équipes, sur voilà, ce métier et comment on peut exploiter, explorer et initier de nouvelles façons de l'envisager. La première donnée, c'est que nous sommes tous sur ce que Buckminster Fuller a appelé le Spaceship Earth, c'est-à-dire que la Terre, c'est comme un vaisseau spatial, on ne peut pas en partir. Mais par contre, les matières sont limitées et on sait depuis très longtemps maintenant qu'on n'a pas d'autres planètes. L'autre donnée, c'est que nous sommes 7 milliards 200 millions. Tous les jours, c'est 200 000 personnes de plus qui viennent s'ajouter à cette population. C'est-à-dire que chaque semaine, on a une ville d'1 million d'habitants qu'il faut habiter, qu'il faut loger, qu'il faut transporter, qu'il faut vêtir, qu'il faut nourrir. Donc ça doit nous questionner foncièrement. Et si vous voulez, peut-être s'il y avait un seul dessin à retenir ce soir, c'est peut-être celui-ci, c'est que d'un côté, on a le sentiment qu'on est arrivé un peu à l'épuisement des ressources, parce qu'on a trop prélevé en fait dans cette nature qui ne peut pas tenir le rythme. Vous connaissez peut-être le Overshoot Day qui cette année était le 14 août. C'est-à-dire que tout ce qu'on a consommé au-delà du 14 août est perdu à tout jamais. C'est-à-dire qu'on a mangé trop de poissons par rapport à la capacité des poissons à se reproduire. On a coupé trop d'arbres par rapport à la capacité des forêts à se maintenir. Et d'ailleurs, pour faire un lien avec l'intervenant d'avant, en 2014, la déforestation représentait 2 fois la superficie du Portugal à l'échelle mondiale. Donc c'est quand même des données qui doivent forcément nous questionner. Par ailleurs, on a une explosion des déchets. Donc d'un côté, on n'a plus de ressources et de l'autre côté, on en jette de plus en plus. Et donc ça nous questionne profondément parce qu'on trouve que dans cette double courbe, il y a vraiment quelque chose qui peut être interrogé. Et vous allez voir que les stratégies de réemploi, dont Lionel parlait en introduction, et dont tout le travail que font Rotor, questionnent aussi ce rapport à ces deux gisements et à ce dessin-là. Ce qu'on appelle le principe du dentifrice, c'est-à-dire que quand on achète un type de dentifrice et qui est plein, on en utilise souvent beaucoup et en fait on ne s'en rend pas compte parce qu'on pense qu'on en a éternellement. Puis quand on arrive à la fin du tube, on pousse de plus en plus et on a des tout petits bouts et on se rend compte qu'on avait besoin d'en utiliser beaucoup moins et que par ailleurs on va arriver un peu au bout de la matière. Et donc cette image-là était pour nous un peu symbolique aussi du sentiment, du sentiment de la façon dont le monde de la construction produit aujourd'hui de l'architecture des bâtiments où on pense qu'on appuie sur des boutons et on construit comme ça des villes, des écoquartiers, vous les appelez comme vous voulez, mais en fait, c'est pas si simple que ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui nous entoure, le plancher, cet écran de télévision, vos habits, les sièges sur lesquels vous êtes assis, viennent de la nature. Là, c'est un dessin qui montre qu'il faut à peu près 300 kg de nature pour 10 kg de produits industriels. Toutes les 24 heures dans le monde, on consomme l'équivalent de 20 tours Eiffel de métal. C'est-à-dire que vous imaginez qu'on assemble chaque jour une vingtaine de tours Eiffel, et toutes les 15 secondes, on coule l'équivalent d'une piscine olympique de béton. Donc c'est-à-dire que depuis que je parle, depuis 4 minutes, absolument, parce que j'ai un prompteur, donc vous imaginez le nombre de piscines qui se sont remplies de béton, en sachant que le béton, un des composants essentiels est le sable, et que le sable n'est pas une ressource éternelle. 70% des plages du monde sont en danger. Par ailleurs, le sable du désert est impropre au béton parce qu'il a été roulé par le vent et du coup, on ne peut pas du tout s'en servir. Donc il y a vraiment un enjeu sur le béton. Et donc, ce n'est pas dire qu'il ne faut pas faire en béton, mais c'est dire que le béton est trop précieux pour justement le gaspiller ou en faire n'importe quoi. Donc les questions du lexique, pour bien comprendre, à partir d'un arbre, on fait des planches, à partir des planches, on fait une porte, et le jour où le bâtiment va être démoli, déconstruit, ou que la porte va être cassée, vous n'allez pas avoir 50 000 possibilités pour cet objet-là. Soit vous allez le réparer, et donc ça va être une réutilisation, vous allez vous en servir comme une porte, soit vous allez détourner sa fonction, et donc ça va être du réemploi,
soit vous allez le broyer et ça va être donc du recyclage. Mais une fois qu'on a pris du bois massif, qu'on en a fait un panneau de particules, on ne peut pas le faire éternellement, ce qu'on appelle l'entropie. La matière va perdre de sa capacité. Soit vous le brûlez, soit vous l'enfouissez. Alors en France, il se trouve que les deux derniers sont la très très grande majorité de ce qu'on fait avec la matière. Qu'il y a les industriels qui se disent que le recyclage est vraiment quelque chose de très très bien parce que ça fait tourner les machines, etc. Mais le recyclage a aussi des limites. Et nous, ce qu'on essaie de ramener un peu en haut de la pile, c'est la question du réemploi et de la réutilisation. Tout ça pour arriver à une notion que nous avions appelée matière grise dans une exposition au pavillon de l'Arsenal en 2014, où on imaginait qu'à la fois le mot de matière grise faisait écho à ce qu'on appelle l'énergie grise, qui est l'énergie qu'on va perdre quand on transporte de l'énergie, et donc qui est l'énergie cachée, mais qui est aussi notre capacité collective à concevoir. La matière grise, c'est aussi nos idées, et comment on va pouvoir mettre en scène tout ça. Très rapidement, dire aussi que ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est plutôt quelque chose qu'il faut redécouvrir. Toute l'histoire de l'architecture a été basée sur du réemploi de matériaux parce qu'en fait l'énergie était tellement chère, c'était tellement compliqué de faire des châteaux forts qu'on ne jetait pas les pierres, on reconstruisait d'autres châteaux avec les pierres des châteaux. Une autre image pour vous dire qu'on a le sentiment qu'aujourd'hui on fait un peu des bâtiments ou de l'architecture comme on ferait de la nourriture surgelée, c'est-à-dire qu'on ouvre des boîtes, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans et pour que ça tienne on met beaucoup de sauce et pour que ça ait un peu de goût et donc la sauce ça va être les cols, ça va être le silicone, ça va être tout ce qui va faire qu'on a perdu aussi beaucoup de savoir-faire. À la fois on a oublié les matériaux mais on a aussi oublié les gens qui les mettaient en œuvre et donc là c'est un dessin sur cet aspect-là. Et dernière de cette série, sur l'imitation aussi du faux vieux. Donc tout à l'heure, Lionel, tu en parlais sur la brique. Donc voilà, c'est aussi une absurdité d'imaginer qu'on est en train de fabriquer avec beaucoup d'énergie des imitations de vieux, alors qu'en fait, on a des choses qui sont là et qui ne demandent qu'à être utilisées. Ce dessin, pour parler de ce qu'on appelle les mines urbaines, c'est-à-dire qu'on considère que vu qu'on a épuisé les ressources, ça va être en fait ce qui nous entoure, les bâtiments dans lesquels nous sommes, qui vont être les matériaux de demain. Et donc les jeunes architectes, je pense qu'il y en a pas mal dans la salle, vous allez devoir composer et travailler avec ces matériaux qui sont déjà autour de nous, qui ont déjà été prélevés dans le sous-sol et à partir duquel il va falloir imaginer d'autres utilisations. Dans ce qu'on a appelé le mix matériotique. Le mix matériotique, c'est cette notion de cocktail, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'opposer les matériaux les uns aux autres, on est plutôt dans une idée d'essayer d'optimiser et de maximiser notre rapport à la matière en maximisant les biosourcés, parce qu'ils sont issus de la nature, hein, c'est le végétal, c'est l'animal, c'est ce qui pousse, c'est ce qu'on peut entretenir, en utilisant du réemploi, parce que c'est des matériaux qu'on a déjà extraits, et donc on a déjà consommé beaucoup d'énergie pour les avoir, en ayant aussi des matériaux recyclés, parce que notamment l'aluminium, il y a des matières qui se recyclent très très bien, et en minimisant les énergies fossiles, parce qu'on sait de toute façon qu'on ne peut plus les utiliser. La conférence mondiale sur le climat est autour de cet aspect-là, et certains disent qu'il va falloir absolument même laisser le reste des énergies fossiles dans le sol, parce que si on le fait sortir, en fait, on va vraiment exploser les 3 degrés de dépassement. Pour terminer, je voulais vous montrer deux projets d'inspiration lors de nos divers voyages. On tombe des fois par hasard, nez à nez, avec des gens au fin fond de pays lointains qui nous inspirent très profondément. Et donc, je trouvais important de vous les présenter et de rendre hommage à ces chercheurs qui, dans leur coin, explorent. Et puis, enfin, de terminer sur un projet que nous sommes en train de faire actuellement à Paris, où on essaie, à notre échelle, de montrer comment on peut faire avancer ces questions-là. Donc, un premier projet en Chine, où au détour d'un voyage, nous tombons sur un monsieur en train de couper du bambou, en train de peler ses bambous et avec l'écorce du bambou en train de faire un feu. Avec ce feu, il donne une forme à cet objet. Avec cet objet, il les assemble et avec cet assemblage, il fait des bateaux. Donc là, on est vraiment dans une espèce d'économie totalement intégrée, totalement minimale, où l'énergie vient de la matière, où il n'y a aucune chute, on n'est pas dans une économie circulaire, c'est même au-delà, c'est presque métaphysique en fait ces bateaux, parce qu'en plus ils sont magnifiques. Et du coup, en tout cas, on les aime beaucoup. Et du coup, on aimerait faire de l'architecture comme ce monsieur fait ces bateaux-là. Et un autre projet découvert dans un petit village perdu dans la steppe mongole, donc très très loin d'ici, où un vieux monsieur à la retraite était allé chez son garagiste parce que sa femme avait cassé son pare-brise et s'était rendu compte qu'il y avait des stocks comme ça de pare-brise qui n'étaient pas utilisés. Et à partir de ce stock-là, a décidé de faire une serre totalement bricolée, totalement brinque-ballante, qui profitait des craquelures dans le pare-brise pour faire des gouttes à gouttes et qui lui permettait de gagner plusieurs semaines et plusieurs mois dans les récoltes. Et donc on a pu y retourner l'année dernière et du coup il a totalement reverdi à la fois sa parcelle mais tout le quartier. Il a même eu un prix par sa municipalité pour son apport un peu à la reforestation de cette partie désertique. Donc voilà, donc pour nous c'est vraiment des projets qui sont très très forts, très inspirants et donc c'est aussi important de vous en parler.
Et enfin, donc, un projet en ce moment, suite à l'exposition Matière grise, où nous avons fait vraiment un travail de recherche en invitant des historiens, des philosophes, des anthropologues, pour questionner vraiment cette question du réemploi des matériaux, comment on peut changer de paradigme constructif, comment construire autrement, en fait. Et du coup, suite à ça, la ville de Paris nous a demandé de passer à l'action, de dire, voilà, vous nous avez montré qu'il fallait changer, comment on le fait? Et donc, on a travaillé sur ce qu'on appelle le pavillon circulaire, qui n'est pas circulaire dans sa forme, mais plutôt dans son processus. Et donc, nous avons travaillé avec l'ensemble des services de la ville de Paris pour aller à la fois identifier des gisements, trouver des gens qui allaient être capables de les mettre en œuvre et construire un bâtiment sur le parvis de l'hôtel de ville. Donc, on a construit ce petit bâtiment, donc avec une maquette du projet où en fait on est tombé sur un lot de 400 portes en bois des années 30, 1930, qui allaient être déposées parce qu'il fallait changer de porte pour des logements sociaux, il fallait passer à la porte blindée, alors que ces portes-là étaient en très bon état, et du coup il y avait 400 portes qui partaient à la poubelle. Et donc nous avons décidé de faire un bâtiment dont la façade, la vêture extérieure serait réalisée à partir de ces portes-là. Donc ça c'est la structure en train de se monter avec toute une somme d'histoire aussi des services de la ville de Paris. Ce qui était important, c'était de travailler avec des matériaux de la ville de Paris, mais aussi avec les services techniques de la ville de Paris. Et je pense qu'il y a des personnes de la puissance publique dans la salle, et on pense aussi très important que les savoir-faire techniques de construction des municipalités ou des collectivités locales sont des savoirs à préserver, sont des savoirs essentiels si on veut continuer à avoir des bâtiments publics. Et nous pensons aussi que si nous n'avons plus de bâtiments publics, nous n'avons plus de société. Donc ça, c'est le chantier en cours. Donc voilà, ces portes qui viennent, qui s'ajoutent, qui s'amoncellent. Et on est en train de livrer la photo, la dernière, voilà, était donc il y a 2 jours, et ça s'est inauguré à la fin de la semaine. Voilà, merci, c'était un peu au pas de course, merci de votre attention. En tout cas, je suis très content d'être invité ici. Voilà. Il n'y a plus qu'à.